Bonjour à toutes et à tous, je suis Rachel. Bienvenue dans ce premier épisode d'Hippocrate équestrienne. Pour l'occasion, je suis fière de vous emmener avec moi à la découverte d'Emma Jean, une éducatrice spécialisée et une équithérapeute. J'avais à cœur en lançant ce podcast de mettre en lumière des personnalités atypiques du monde équestre. Je voulais montrer que le monde du cheval ne se résume pas à l'équitation et encore moins au sport de haut niveau. Je crois que pour ce lancement, le pari est réussi. En faisant la connaissance d'Emma, j'ai découvert une thérapeute passionnée par son métier, passionnante et inspirante. Elle nous rappelle que la place du cheval au centre de nos vies ne se résume pas à l'équitation et que nous pouvons tirer bien plus qu'une simple passion lorsque l'on creuse cette relation si précieuse avec nos chevaux. Je vous souhaite une bonne écoute avec Hippocrate équestrienne, le podcast. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui nous allons être avec Emma Jean, qui est une équithérapeute que j'ai décidé de rencontrer pour mettre en avant ce métier. Donc Emma Jean, bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que tu vas pouvoir commencer en nous parlant de ton parcours? Voilà, comment tu es arrivée à l'équithérapie, quel est ton lien avec le cheval, et puis voilà, ce qui t'a amené à faire ce métier et un peu ta passion pour l'équitation. Ok, super. Du coup, j'ai grandi avec les chevaux donc depuis toute petite parce que ma mère est à cheval. J'ai eu un parcours dit classique dans le monde équestre où voilà, j'ai monté en centre équestre, j'ai fait du concours de CSO, je me suis aussi orientée par la suite dans le dressage. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que l'animal, il apportait bien plus que simplement le fait d'être monté, qu'il pouvait à la fois se passer autant de choses à pied, en fait, en faisant du travail à pied, donc de l'éthologie, voilà, en restant connecté à l'animal et parfois même sans rien faire, en fait, juste en étant là, présent à côté de lui. J'ai aussi du coup eu ma jument Pâquerette à l'âge de 12 ans qui m'a accompagnée pendant mon adolescence qui était un peu compliquée. Ma jument m'a montré des signes de maladie où en fait ça nécessitait une hospitalisation d'urgence. Et à ce moment-là, la clinique m'a dit en fait c'est soit vous vous aidez vous et vous allez pouvoir l'aider, soit si vous voulez pas vous en sortir, elle pourra pas s'en sortir. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok je veux la sauver, donc je vais me sauver moi. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait le cheval était vraiment en fait capteur de nos émotions, mais aussi miroir de nous, et que en fait on pouvait vraiment s'aider à deux. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi c'est un binôme en fait, c'est vraiment 50-50, on est vraiment à deux. Donc c'est ça qui m'a réellement donné envie de pouvoir ouvrir un centre d'équithérapie et d'accompagner des personnes en difficulté avec mes chevaux. Ok, super. Et du coup, voilà, comment t'es arrivée à avoir cette idée donc de former ce centre qui est donc chez toi? Comment tu es arrivée, parce que au départ donc t'es éducatrice spécialisée, comme C'est tu ça. me l'as dit. Voilà, t'as eu cette formation avec le but au final de faire équithérapeute. Ou voilà, c'est on va dire une réflexion qui a mûri avec le temps et t'avais vraiment déjà de base cette envie d'aider les autres. Et puis peut-être aussi d'aider les autres parce que ça t'apportait quelque chose à toi. Oui. Voilà, parce que tu as vraiment parlé de cet échange avec Pâquerette qui t'a aidé, où vous êtes vraiment sauvés mutuellement. Et là, tu t'es dit, tiens, si moi, j'ai pu être sauvée par un cheval, il y a sûrement d'autres gens qui en ont besoin. Exactement. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique dans la scolarité. Je suis rentrée en école d'ASSP, soins et services à la personne à l'âge de 16 ans pour devenir infirmière. La première année d'ASSP m'a pas vraiment plu, en fait c'était compliqué à l'école, donc du coup j'ai arrêté. Je suis partie ensuite en esthétique pour devenir socio-esthéticienne parce que je voulais intervenir dans les prisons auprès des femmes pour leur apporter du bien-être. Donc j'ai été diplômée, il s'avère qu'il n'y avait pas de débouché.
Donc du coup, j'ai pris une année de césure où je me suis rencentrée sur ma jument, sur moi, où j'ai fait un gros travail personnel, où j'ai fait aussi un gros travail sur ma jument avec voilà plein d'exercices à pied, du vrai travail éthologique et où j'ai changé ma façon de monter. C'est là où j'ai commencé à monter du coup en side pull, en tapis de monte accru, en cordelette, tout ça en fait. Vraiment travailler ce côté-là. Et ensuite, donc voilà, je voulais absolument devenir équithérapeute et pour rentrer en école d'équithérapie sur Paris, il faut passer un diplôme social. Ok. Dans le secteur social ou médical. Et donc je me suis renseignée dans les différentes écoles et en fait c'est éducatrice spécialisée qui m'a plu. Tout simplement parce que éducatrice spécialisée, c'est un cursus où en fait on voit plein de publics différents, que ce soit du handicap, moteur, physique, même on peut voir aussi tout ce qui est la maladie. On peut aussi accompagner des jeunes qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. On peut travailler en prison, en quartier mineur. On peut aussi travailler en centre psychiatrique. Enfin voilà, c'était très varié. Et du coup, je voulais pas fermer mes portes sur ce que j'allais proposer plus tard en équithérapie. Donc, je me suis formée en tant qu'éduc pour ensuite partir en école d'équithérapie sur 1 an. Et du coup, là, tu parlais, il y a plusieurs écoles en France. Il y a vraiment une école pour devenir, enfin, une seule école. Enfin, il y a vraiment des formations très spécialisées en équithérapie, quoi. C'est très cadré. Oui, en fait, il y a l'école, donc la Société française d'équithérapie qui est sur Paris, et il y a l'école Ellipsi qui est donc sur Rouen. Moi, j'ai fait cette école-là, d'Ellipsi, donc qui se déroule sur 1 an avec de la pratique et de la théorie. Et en fait, voilà, c'est une école qui nous apprend et les différents comportements des chevaux, enfin voilà, comment repérer un entre guillemets bon cheval d'équithérapie, comment accompagner certains publics avec les chevaux qui sont adaptés. Et en fait, c'était effectivement essentiel d'être formée en tant qu'éducatrice spécialisée avant de pouvoir faire cette formation d'équithérapie. Oui, en fait, il faut vraiment que tu arrives à analyser d'abord la personne que tu vas accompagner. Exactement. Pour pouvoir vraiment viser avec quel cheval. Enfin, l'aide va être la plus, en fait, finalement, bénéfique pour l'un et pour l'autre. C'est exactement ça. C'est que si on peut, après on reviendra un peu sur ta structure et comment, mais c'est vrai que tu m'as bien dit qu'il y avait vraiment un certain profil, entre guillemets, de cheval qui pouvait répondre à un certain profil de patient. Exactement. Et que toi, tu avais vraiment à cœur de faire un partenariat entre les deux et que chacun serait vraiment du win-win et qu'il y avait vraiment le cheval apporté à l'humain, mais l'humain aussi pouvait apporter au cheval. C'est exactement ça. Je considère qu'en fait, les chevaux que je récupère se guérissent en même temps que mes patients. On est vraiment sur du 50-50. Le cheval va autant recevoir du bien-être que mon patient, en fait. Effectivement, du coup, j'ai 2 troupeaux de chevaux aujourd'hui. Donc, un troupeau que je considère en énergie basse, c'est-à-dire que c'est un troupeau de juments qui a été plutôt victime et qui du coup va être plutôt dans une énergie douce et qui va pouvoir travailler avec du public avec des déficiences, donc situation de handicap mental, physique ou psychopathologie ou des psychopathologies pardon, ou sinon des personnes par exemple atteintes d'Alzheimer ou de troubles neurologiques. Ils vont aussi pouvoir travailler avec des enfants 3 à 5 ans pour tout ce qui va être troubles du sommeil ou les troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Et l'autre troupeau va plutôt être en énergie haute, donc eux c'est plutôt des chevaux qui ont été victimes de maltraitance. Et donc du coup, on va avoir des chevaux qui vont travailler avec le public de jeunes placés, donc par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc ça peut aussi être des jeunes qui vont rentrer en milieu carcéral ou sortant de prison. Voilà. Et du coup, vraiment, comment, on va dire, quand tu recherches un cheval pour faire de l'équithérapie, qu'est-ce que tu recherches chez lui? Est-ce qu'il y a vraiment des critères que tu recherches ou vraiment n'importe quel cheval peut convenir? Est-ce que voilà, tu cherches des chevaux qui ont justement des traumas à guérir ou même un cheval vraiment voilà, tous les profils peuvent marcher? En fait, je récupère des chevaux qui ont besoin d'une seconde vie. Voilà, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de critères précis, petit, grand, moyen, la race.
le sexe, peu importe en fait. Je considère que tous les chevaux peuvent travailler en équithérapie. C'est juste moi derrière qui vais du coup observer avec du coup l'aide de Lucie, voilà, en communication animale, qui du coup voilà, on va dire celui-là il va plus travailler avec ce public-là pour pouvoir aller guérir ça. Quand je l'ai choisi, il y a pas, c'est au coup de cœur, voilà. Okay. Lui il a besoin de trouver une famille, et ben je le prends. Ok, super. Voilà. Et par contre, au niveau justement du public, comment le public arrive à toi? Est-ce que tu travailles avec des associations? Est-ce que c'est vraiment juste des personnes qui font la démarche du coup de te contacter? Voilà, je crois que tout à l'heure tu m'as parlé d'EHPAD, donc je sais pas aussi, voilà, si c'est en lien avec les EHPAD, etc. Ouais. En fait, je travaille autant avec des associations qu'avec des institutions. Donc effectivement, je travaille avec 2 maisons de retraite, je travaille avec des foyers d'accueil d'urgence, avec des CESAD, des CEM, des MEX, maisons à caractère social, des IME. Et ensuite, je vais travailler aussi avec des particuliers. Donc, c'est des personnes qui viennent avec certaines problématiques et qui amènent soit leurs enfants, soit des adultes que j'accompagne. Ok, super. Voilà. Et du coup, est-ce que, par exemple, tu peux nous décrire une prise en charge, entre guillemets, type? Comment ça se passe? Est-ce que tu as d'abord un peu un entretien pour apprendre à connaître la personne? Oui. Est-ce que, voilà, tu te lances tout de suite dans une séance avec le cheval? Non, en fait, effectivement, que ce soit avec les institutions ou même avec les particuliers, dans un premier temps, on va élaborer le projet personnalisé de la personne ou du groupe que j'accompagne en institution, tout simplement pour mettre sur les grandes lignes les différents objectifs des personnes. Donc, par exemple, sur une personne en maison de retraite, donc là, je vais accueillir 4 personnes en même temps en maison de retraite, c'est des séances de groupe sur les institutions. Sur des troubles neurologiques, donc type Alzheimer, ce qu'on va rechercher en équithérapie, c'est travailler la concentration, la mémorisation, travailler le bien-être aussi, enfin voilà, vraiment apporter du bien-être à ces personnes, de la douceur, de l'apaisement, parce qu'il y a beaucoup de peur qui arrive chez ces personnes. Donc du coup, ça va vraiment d'apaiser ces peurs. Donc on va mettre en grande ligne en amont, donc soit je me déplace dans la structure, soit ils viennent ici dans le bureau, où on va mettre les objectifs en place, et par la suite, effectivement, on commence par la première séance en mettant en place ces objectifs-là. On va peut-être aussi du coup remettre une définition de l'équithérapie, parce qu'on s'est lancé sur ce sujet. Toi, comment est-ce que tu définirais du coup l'équithérapie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand j'ai vu un peu, je me suis renseignée sur internet, du coup, c'est vrai que quand on parle d'équithérapie, comme il y a le mot thérapie et équi, cheval, les gens ont vraiment l'impression que c'est le cheval qui fait le travail. Et puis moi, j'ai lu que souvent c'était plus un médiateur entre du coup, on va dire la personne qui essaie de faire avancer le patient et puis le cheval. Donc toi, comment vraiment est-ce que tu définirais l'équithérapie? Alors en effet, pour moi aussi, je considère que l'équithérapie est une thérapie accompagnée par le cheval, et donc du coup, effectivement, le cheval est médiateur. Mais je définirais plus l'équithérapie comme un soutien, un soutien pour des personnes qui ont du mal à communiquer ou à verbaliser ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en fait, on va s'appuyer sur le cheval pour pouvoir aller chercher ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Parce que le cheval a cette facilité à pouvoir être dans l'instant présent, à être 100% connecté à ses émotions. Il a peur, il fuit. Il a peur, il bouge. Et donc du coup, en nous appuyant sur ces comportements-là, on va pouvoir du coup faire des liens avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et mettre des mots sur ce qui est compliqué en fait à mettre en temps normal. Ouais. C'est vrai que comme tu le rappelais tout à l'heure, quand on parlait, le cheval c'est vraiment une éponge émotionnelle. Donc vraiment, on va dire lui, il va vraiment absorber le mood, donc l'humeur dans laquelle on se trouve. Voilà, comme je te parlais, moi souvent je le ressens quand je monte ma jument et que moi-même je suis pas forcément au top. Elle va tout de suite vraiment me le faire ressentir.
par différentes actions. Et du coup, toi, sur une séance, comment est-ce que tu interviens au moment, est-ce que tu essayes du coup de faire prendre conscience aux gens certaines émotions qu'ils ressentent? Comment tu arrives en fait à toi intervenir pour faire avancer le travail? Effectivement, du coup, sur mes séances d'équithérapie, les chevaux sont la plupart du temps en liberté dans le manège, parce que du coup, c'est comme ça qu'ils sont libres de pouvoir exprimer réellement ce qui se passe en eux, en fait. Et ensuite, je vais jongler entre ce que le cheval nous montre, donc aller questionner la personne que j'accompagne sur, par exemple, là, le cheval est en train de se rouler. Ah, le cheval est en train de se rouler. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et à votre avis, quelle émotion est là quand il est en train de se rouler? Donc, par exemple, la personne va me dire, il est apaisé. Ok, il est apaisé, et vous, à l'intérieur de vous, comment ça se passe? Est-ce que vous aussi, vous ressentez cet apaisement? Ah oui, je ressens cet apaisement. En fait, je vais vraiment jongler sur le comportement de l'animal, et du coup, voilà, de questionner la personne en disant, est-ce que c'est vraiment ça que vous ressentez? Ouais. Voilà. Ok. Ouais, donc vraiment, voilà, t'essaies de vraiment faire le lien entre les deux, mais sans trop t'immiscer, en fait. Ouais, non. Ouais. En fait, c'est pas toi qui pousse la personne. Non, effectivement. La personne que j'accompagne, elle va avoir son propre regard de la situation et de ce qu'elle voit. Par exemple, j'ai souvent des personnes qui me disent, bah là, le cheval, il est en train de se rouler, il est en colère. Ok. Ben là, je reste là-dessus en disant, ok, et vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez de la colère? Ok, ben en effet, c'est peut-être de la colère qu'il ressent. Alors que je sais, à l'intérieur de moi, qu'en fait, le cheval, il est apaisé là, à ce moment-là. Mais voilà, je vais rester sur ce que dit la personne que j'accompagne, parce que c'est juste. Oui, et puis voilà, c'est ça. En fait, toi, tu essayes vraiment de faire ressortir les émotions de la personne et du coup d'avancer Exactement. Après en disant, et du coup, par exemple, t'es en colère, mais pour peut-être essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là elle est en colère, etc. Alors effectivement, je travaille en thérapie brève et du coup, je vais pas m'arrêter sur le pourquoi ça s'est passé, mais plutôt sur le comment à la solution. C'est-à-dire comment, ok, t'as vécu ça, j'entends, mais comment on fait pour aller de l'avant? Voilà. Comment on fait pour se sortir de cette situation? Quelles solutions et quels outils nous pouvons mettre en place pour que tu puisses évoluer et grandir? Voilà, on va pas s'arrêter en équithérapie, en tout cas dans ma pratique, on va pas s'arrêter sur le mais pourquoi t'as vécu ça, parce que du coup, on va aussi enfermer les personnes à rester dans cette place de victime. Le but en thérapie, c'est de les sortir de ce triangle de victime et de les accompagner à évoluer et à grandir. Et du coup, est-ce que ça fait écho aussi à ta propre histoire? Parce que comme tu m'as dit que tu avais quand même des soucis de santé, etc. Toi, vraiment, du coup, tu as aussi su faire ce travail-là sur toi et du coup, avec Pâquerette, en l'occurrence, vraiment tirer profit de tout ça? Effectivement, j'ai pu, donc pendant mon adolescence compliquée, et observer des choses chez ma jument, mais aussi être accompagnée en dehors avec le cheval, effectivement. Et du coup, j'ai pu mettre des mots sur ce qui se passait à ce moment-là, et donc du coup en tirer les bénéfices aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces personnes-là, en fait. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de aller vers le comment et vraiment pas de rester dans le pourquoi, parce que sinon on enferme. On enferme dans la maladie, on enferme dans la pathologie, on enferme dans le handicap. Voilà, on enferme les personnes, en fait. Vraiment sortir ces personnes-là de leur statut initial, quoi. C'est ça. Et les faire évoluer. C'est ça. En fait, on prend pas la personne comme auteur d'un délit ou comme handicapé. On va la prendre comme telle et comment on peut avancer. Humain, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, si on devait faire, je sais pas si c'est possible, hein, mais faire des objectifs que tu peux avoir, des exemples d'objectifs de personnes qui disent, bah voilà, moi j'attends ça de l'équithérapie. Ou est-ce que tu n'en as pas forcément d'objectifs, ou est-ce que vraiment, je sais pas, si tu veux nous donner des exemples d'objectifs? Oui, par exemple, avec une petite fille qui fauteuil roulant, qui est donc non marchande et qui verbalise pas, communique pas. Cette petite fille, l'objectif, ça va être de travailler la motricité fine et donc du coup tout ce qui va être la sensorialité, donc le toucher, tout ça. Donc là, notre objectif, ça va vraiment être tourné autour de ça, avec le cheval, comment on peut faire pour que la jeune fille puisse
ouvrir ses mains, puisse par exemple déplier tous ses doigts petit à petit. Et donc là, en fait, avec le cheval, on va aller toucher différentes zones. Ok. Voilà, donc par exemple sous le poil, c'est tout doux, sous le ventre, c'est tout doux, Oui. sur les naseaux, c'est chaud. Et en fait, je vais aller observer aussi comment elle tient sa main à Ok. différents endroits et du coup observer là où elle est plus ou moins confortable et du coup identifier tout ça en fait. Ok. Voilà. Donc ouais, hyper intéressant. On va tout de suite du coup parler de Lucie. Oui. Donc Lucie, vous le verrez dans un prochain épisode, donc qui fait de la communication animale, donc sur laquelle tu t'appuies pour avoir un lien avec tes chevaux et puis vraiment arriver, on va dire, à créer leur profil, à essayer de voir quelle est leur histoire aussi, parce que bah, comme c'est des chevaux que tu récupères, tu connais pas forcément tout leur passé, etc. Exactement. Et que bah il y a aussi des chevaux qui ont leur trauma, donc arriver parfois à les ouvrir aussi également, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, est-ce que tu as des chevaux qui au début refusent leur rôle d'équithérapeute? Effectivement, avec Lucie, on va observer les chevaux que je récupère pour du coup qu'elle puisse vraiment m'orienter vers et ben écoute, celui-là il sera plutôt pour ce public-là, celui-là il a encore besoin de travailler sur soi avant de pouvoir accompagner. Effectivement, j'ai eu 2 chevaux qui n'ont pas pu travailler tout de suite en équithérapie parce qu'ils avaient besoin de se reconstruire en amont et dans le troupeau et avec moi-même aussi de créer un lien de confiance avant de pouvoir offrir aux autres. Et j'avoue que Lucie est un réel soutien depuis maintenant 4 ans, où en fait elle m'accompagne très régulièrement dans et l'accompagnement de mes chevaux, mais aussi dans mon accompagnement à moi. Elle n'hésite pas à me faire évoluer et même à faire évoluer la structure en disant bah voilà là ça serait bien d'ouvrir cette piste là. Là écoute, t'as peut-être besoin d'un nouveau cheval pour pouvoir accompagner ce genre de public là. Voilà, elle m'accompagne vraiment à pouvoir mettre de l'évolution dans ma structure, je dirais. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment marrant. Moi, je trouve c'est là de voir que vraiment chaque cheval peut répondre à un public différent. Il y a vraiment cette notion, je trouve, qui est super beau, c'est de win-win, chacun gagne. Le cheval, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il fait pas que donner, il reçoit aussi. Et ça, c'était super important pour toi de mettre ça en valeur, de te dire que voilà, tes chevaux, ils sont pas là que pour donner, sinon tu le ferais pas. Et que voilà, c'est hyper important pour toi qu'il y ait ça, et que le jour où, comme tu me disais, ils avaient fini de donner, ils avaient réparé leur trauma, tu les mettais à la retraite. Et voilà, en fait, il y a vraiment, je trouve ça beau, une histoire un peu de mission pour eux. Effectivement. Et je trouve ça super beau parce que vraiment, je trouve malheureusement, on a beau parler de bien-être animal dans le monde équestre, on a encore beaucoup sur le cheval est soumis à l'homme, il a son rôle de soit en termes d'équitation, il doit nous importer sur les concours, etc. On oublie vraiment de les mettre pas en avant, mais je trouve qu'on oublie souvent de les remercier parce qu'ils se donnent quand même à 1000% en général pour nous. Ils n'ont jamais rien demandé. Faut pas oublier qu'un cheval, s'il pouvait choisir, il serait au fond de son pré avec ses copains en train de manger de l'herbe. Oui, on peut toujours trouver qu'il y a des chevaux qui sont contents d'aller en piste le week-end, etc. Mais ça n'empêche qu'un cheval de base, de prime abord, c'est pas son rôle-là. Et je trouve que dans l'équithérapie, il y a vraiment une histoire de mission et ils ont aussi le choix. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont le choix dans le sens où si un jour peut-être ils sont un peu moins là, ils peuvent aussi le faire ressentir. Effectivement. L'équithérapie dans ma pratique. Ouais, bien sûr, chacun. Je considère vraiment que quand je les récupère, c'est un cadeau pour eux parce que c'est un endroit pour se guérir. Vraiment, c'est un endroit où ils vont venir. Évidemment, ils ont tous leurs besoins primaires, mais aussi ils vont pouvoir se guérir. Et derrière, quand ils sont guéris, et ben effectivement, je les laisse tranquilles. Il y a des jours où ils ont pas envie de guérir et d'être guéris, et c'est ok. Ça, c'est important pour moi que mes patients puissent l'entendre. Où il y a des jours où, Amaya, c'est toi qui la prends à chaque séance, mais aujourd'hui, elle n'a pas envie. Donc,
ça vient aussi faire travailler d'autres choses sur mes patients, la gestion de la frustration, c'est ce que typiquement, qui est très intéressant, mais de prendre vraiment en considération que c'est des êtres vivants et qu'il y a des jours où, comme nous, ils n'ont pas envie. Et ça, voilà, c'est hyper important. C'est hyper important et je trouve que dans l'équitation, on oublie beaucoup. Effectivement. Moi, j'essaye de travailler ça aussi, parce que comme on en parlait, on a été dans une équitation classique, pas respectueuse des besoins des chevaux, déjà primaires, parce que c'est des chevaux box, et des chevaux qui n'ont pas le choix que de faire ce qu'on leur demande de faire, et en général, quand ils n'avaient pas envie de le faire, c'était juste une punition, et qu'en fait, tu n'as pas le choix. Alors que nous, en tant qu'être humain, bon, bien sûr, on a aussi nos obligations, mais on a quand même beaucoup de choix dans notre vie de faire ou de ne pas faire. D'ailleurs, quand on est enfant, on sait aussi montrer à nos parents qu'on n'est pas content. Et heureusement, maintenant, on se prend un peu moins de punitions qu'avant. On va dire que c'est aussi un peu l'évolution au niveau de l'éducation de l'enfant. Mais c'est vrai qu'on a eu ce côté, comme je disais, tu te retrouves dans un concours, il y a encore trop, je trouve, de cavaliers, de jeunes cavaliers, donc la nouvelle génération, qui, quand le cheval refuse de sauter, il se prend simplement une punition, on n'essaie pas de le comprendre, le pourquoi du comment. Moi, j'ai des amis où, des fois, des journées où leur cheval, il est, on va dire, entre guillemets, chiant au travail, et elle le défonce en disant juste, c'est bon, t'es pas souvent monté, ta vie, elle pourrait être pire et tout. Je fais, mais il y a des jours où eux aussi, il faut être ok avec le fait que aujourd'hui, ils ont pas envie. Pour X raisons déjà, parce que peut-être qu'il a fait froid cette nuit et qu'ils sont un peu raides, ou peut-être que... Voilà, en fait, ils ont leurs humeurs comme nous. Il faut accepter que avoir un cheval, c'est pas toujours l'obliger à faire ce qu'on veut. Et peut-être se dire, aujourd'hui, c'est toi qui décides, est-ce que tu veux travailler, est-ce que tu ne veux pas. Bon, tu veux pas, c'est ok, et je t'aimerais pas moins parce que tu ne veux pas travailler aujourd'hui, ou parce que c'est vrai que ce serait bien que cette évolution s'accélère un peu. S'accélère, et puis prendre en considération que ton animal n'a pas envie aujourd'hui, c'est se prendre en considération aussi. Ça veut dire, est-ce que toi, à certains moments, tu es en capacité de pouvoir t'arrêter et de lever le pied. Et ça, c'est un bon exemple au patient. En disant, aujourd'hui, il n'a pas envie, mais est-ce que toi, tu es en mesure de pouvoir t'arrêter? De t'arrêter et de te poser sur ton canapé ou juste te mettre là à observer, en fait. Et ça, le cheval, il nous le fait comprendre à ce moment-là, en fait. Et puis surtout, comme on le disait souvent, le jour où ils n'ont pas envie, peut-être être capable aussi de se dire, est-ce que finalement, moi, je suis dans une bonne humeur, est-ce que je suis dans un bon mood? Peut-être qu'en fait, s'il me fuit à ce moment-là, c'est peut-être parce que moi, je lui apporte finalement rien de positif, et que il a pas envie de recevoir du négatif, donc ce jour-là, il te dit non. Et voilà, peut-être se remettre en question effectivement à ce moment-là. Peut-être être un peu, se tourner vers soi en disant, si mon cheval ne veut pas, peut-être c'est que finalement, ce jour-là, j'ai pas grand-chose à lui apporter. Mesure, exactement. Et c'est vrai que, on en parle sur les patients que tu reçois. Et je pense que n'importe quelle personne, les propriétaires du cheval, devraient parfois se stopper et réfléchir le pourquoi du comment. Quand un cheval, souvent, je prends l'exemple, il y en a beaucoup des chevaux qui sont prêts et qui ne viennent pas. Voilà, et il y a des gens qui disent, mon cheval, il veut pas venir, il est chiant, nanani. Alors, c'est tellement facile de dire, c'est juste que mon cheval, il est chiant, il a un sale caractère, blabla, nanani. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, si le cheval ne vient pas quand il vous voit, c'est que vous n'êtes pas assez positif pour lui. Exactement. Et qu'il faut peut-être essayer de faire en sorte. Alors, après, non, friandise, pas friandise, mais je sais que Lucie, elle est beaucoup sur ça, et je trouve que c'est très difficile de se remettre en question. C'est qu'elle met vraiment en avant le fait juste du lien. Et elle dit, j'éduque pas mon cheval à la friandise et tout. Je veux vraiment qu'il soit avec moi juste parce que le lien et le fait d'être ensemble est suffisant. C'est hyper frustrant en tant qu'humain. C'est des choses à déconstruire. Et puis comme on est dans un environnement, une vie à 1000 à l'heure, quand on prend 2 heures pour être avec son cheval, on a envie que il soit là et que ça se passe comme on a décidé que ça se passait. Et donc quand il y a un pas, et on se dit, en fait, j'ai fait 45 minutes de route, je repars, et en fait, il s'est rien passé pendant les 2 heures où normalement je devais être là juste pour me libérer l'esprit. Mais en effet, c'est parce qu'on a été éduqués aussi à dire, le cheval doit faire ce que je veux qu'il fasse. C'est un faire ce que je veux. Soumission. De soumission, et en fait, je lui donne pas la liberté de dire non. C'est ça. C'est vraiment un apprentissage à recréer, en fait. Oui, effectivement, c'est un apprentissage à recréer. Des croyances à déconstruire. Des croyances à déconstruire.
Et après, on reviendra sur le Wild Challenge qui est un peu sur ça, hein, au niveau d'essayer de recréer un lien différent avec le cheval. Je trouve que l'équithérapie, c'est aussi vraiment une image de ce lien qui peut être différent, un lien j'allais dire de médecin, mais en tout cas un lien dans la santé, on va dire dans quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en équitation, parce que l'équitation en général c'est soit un loisir, soit même une profession pour les cavaliers pro. Et voilà, des nouveaux liens, des nouvelles façons de faire pour remettre peut-être le cheval aussi au centre. Alors puis de l'équithérapie, effectivement, on est sur en fait, il faut prendre conscience que le cheval il peut donner, qu'il est important, qu'il est capteur de nos émotions. Enfin, en fait, il faut, pour pouvoir faire de l'équithérapie, il faut aussi prendre conscience de tout ça. Ce n'est pas qu'un cheval. C'est à ce moment-là, dans une séance, il est partenaire, collègue, il a toutes les casquettes en fait. À ce moment-là, dans les séances d'équithérapie. Vraiment, il a toutes les casquettes. Donc t'as raison. On prend trop, mais comme beaucoup d'autres animaux, on les prend trop juste comme quelque chose qui devrait tout nous donner et sans limite pratiquement. Exactement. On attend que eux ils soient parfaits dans leur rôle. C'est ça. Et c'est pour ça que j'attends pas de mes chevaux d'équithérapie qu'ils soient éduqués. Je considère pas que j'éduque mes animaux quand ils arrivent ici, malgré leur trauma. Je leur offre la possibilité de pouvoir s'exprimer avec bienveillance et sans danger pour mes patients. C'est tout. Il n'y a pas d'éducation du tout. T'attends pas de résultat de leur part. Pas du tout. J'attends pas de résultat parce que il n'y a pas de résultat à avoir. C'est-à-dire que j'attends juste à ce qu'ils puissent s'exprimer, pour que eux puissent libérer des choses, pour que ça puisse libérer des choses chez mon patient. C'est tout. Voilà. Sans danger. C'est la seule chose que je demande. Et du coup, toi, actuellement, est-ce que tu continues de monter à cheval? Puisque du coup, tu as dit que tu étais d'une équitation très classique. Je pense que moi, je sais pas si tu as fait du club, des choses comme ça. C'est vrai que, bon, on a une évolution, hein, en 25 ans de la vision de l'équitation, même si en haut niveau, je trouve que ça bouge pas encore assez, même s'il y a des évolutions. Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ta pratique de l'équitation? En fait, effectivement, oui, cavalière classique, en club, en concours, de CSO, un week-end sur 2, les championnats de France, enfin voilà, vraiment parcours classique. Pendant mes études d'éduc-spé, du coup, et d'équithérapie, j'ai fait une pause. J'ai arrêté de monter à cheval. Je montais juste ma jument comme ça, accrue, en side pull, parce que voilà, confiance aveugle envers elle. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et depuis 1 an, je me suis remise du coup à cheval, mais vraiment avec une autre pratique. Je monte plus du tout avec des filets, presque plus avec des selles. Je vais vraiment monter en side pull avec des tapis de monte accrue. Je monte en dressage, du coup, parce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de pouvoir monter en dressage avec un cheval. Mais vraiment, je vais aborder ma pratique en plaisir partagé. Qu'est-ce que tu peux m'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Bah viens, cool, on fait ça ensemble. Voilà. Je continue de me balader, mais vraiment en cordelette. En fait, j'ai vraiment déconstruit tous les anciens schémas. Il n'y a pas de cravache, il n'y a pas d'éperon. Voilà. C'est vraiment la monte. On fait qu'un à cheval. On fait qu'un et on est dans le respect de l'un et de l'autre. Vraiment. En fait, est-ce que tu pars vraiment sur pas d'objectif dans tes séances? Pas d'objectif. Quand même. Pas d'objectif. Le but est de se faire plaisir. On évolue tant mieux, parce qu'on évolue tout le temps. À quel rythme, je m'en fiche. Demain, je ferai pas les podiums, je ferai pas les concours. Le but, c'est qu'on puisse, voilà, apprendre à deux, à travers le jeu, parce que le jeu apporte la joie. Fonctionne aussi comme ça beaucoup dans les séances d'équithérapie. J'apporte beaucoup de jeu, parce que ça apporte vraiment la joie. Et donc là, quand je monte, voilà, pas d'objectif précis, juste de se faire plaisir. Mon seul petit objectif, ça va être quand même de pas le mettre en inconfort. En inconfort. Le but, ça va être quand même qu'il puisse un petit peu se muscler, voilà, et que ce soit que bénéfique pour son corps et pour sa tête, quoi. Clairement. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, pour ceux qui savent pas, sur les réseaux sociaux actuellement, il y a le Wild Challenge, qui est fait donc par Wild Taina, qui est vraiment
je trouve un super projet. C'est un projet qui a eu, je crois qui a eu le jour il y a 2 ans, ou en tout cas au moins l'année dernière, c'est sûr. Et donc vraiment son projet, c'est de montrer qu'on peut avoir une autre équitation. Donc en créant un vrai lien avec son cheval. Alors attention, hein, c'est des heures et des heures de travail pour avoir comment essayer de créer ce lien. C'est clairement plus chronophage qu'un lien classique d'équitation. Évidemment. C'est franchement, moi j'admire toutes ces cavalières qui montent en cordelette, etc. Alors tout le monde dit que c'est juste un effet de mode, etc. Moi je pense pas. Je pense vraiment que ça va se développer. Par contre, attention, en effet, c'est quelque chose qu'il faut faire étape par étape, hein, avec beaucoup de confiance en son cheval. Je pense qu'il faut aussi, c'est comme tout, prendre des cours, être accompagné, ne pas faire ça en freestyle tout seul dans sa carrière, parce que là, il peut y avoir de gros accidents. Mais je pense que voilà, c'est possible de montrer qu'il y a une autre équitation. Hein. De toute façon, il y a des millions d'années, il n'y avait pas les filets et les selles, et pourtant les chevaux étaient quand même montés par les Indiens. Et apparemment, ça se passait bien. Donc c'est qu'ils avaient aussi sûrement trouvé les codes des chevaux. Et du coup, moi je pense, voilà, tu vois, quand tu mets pas d'objectif, est-ce que tu penses par contre qu'en effet, il peut y avoir un peu un côté finalement compétition quand même de ce côté-là avec le cheval. Voilà, bien sûr, il faudrait que la fédération se réveille un peu et crée aussi des compétitions seulement de cordelettes, etc. Parce que pour le moment, en tout cas, on est sûr qu'on peut pas demander les mêmes chronos ou les mêmes choses exactement en cordelette qu'avec des soumissions avec le filet, etc. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce côté là, pour le coup, on peut plus trop forcer le cheval. On peut, mais il a en fait finalement plus de moyens de nous dire stop. Moi, je pense qu'il pourrait nous apporter la même chose qu'avec un filet, dans le sens où du coup le cheval il serait 100% libre de ses mouvements et du coup tellement en lien avec sa propriétaire qu'il serait connecté à ce que sa propriétaire a l'envie d'avoir et le besoin. Et je pense que du coup ça pourrait être, si on pourrait être vraiment surpris de ce qui peut se développer, de ce qui peut se développer en cordelette par rapport à monter avec un mort. C'est juste peut-être un réajustement à faire. Exactement, je pense. Une évolution. Oui. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même des cavaliers de haut niveau hein, qui nous montrent des histoires de parcours. Il y en a beaucoup hein, sur les réseaux. Il y a Alexis Larose, il y a Grégory Cotard qui s'est vraiment mis avec leurs chevaux de Grand Prix. Hein, donc ils montrent qu'en fait un cheval qui saute 1m50 en filet et selle, il peut sauter facilement 1m40 en cordelette quand il y a les bons codes qui sont mis. Finalement ils sont pas du tout perdus parce que d'un coup on leur tire plus sur la tête. Il y a Stéphane Landau aussi qui s'est mis là en complet. Franchement, il nous fait des trucs sur Instagram assez marrants et vraiment, on voit que c'est ce qu'on disait avec White Aina, c'est que on voit que c'est pas juste le mec qui fait ça pour faire le show sur Instagram. On sent qu'il y a un vrai travail derrière et qui veut vraiment accentuer le lien avec son cheval. Donc ça, c'est vrai que c'est super bien. Toi, je sais aussi, c'est que tes chevaux, ils sont tous pieds nus, hein, c'est ça? Effectivement. Donc c'est vrai que ça c'est aussi une avancée au niveau du bien-être animal. En fait, on essaye aussi un petit peu d'enlever tout ce qui est surfait autour du cheval. Tout ce qui est superficiel. Superficiel. On a beaucoup fait d'anthropomorphisme. Hein, exactement. Le box, c'est, je crois, le meilleur exemple. Exactement. Moi, je suis dans une jolie maison et je veux que mon cheval soit dans une jolie maison. Mais en fait, on se rend compte que le cheval, à choisir, il préfère être dans son pré plein de boue avec ses copains. C'est ça. Exactement. C'est vraiment d'enlever tout ce qui est superficiel et de revenir au plus naturel du cheval. Pour pouvoir faire de chouettes séances en équithérapie, il faut effectivement qu'il puisse communiquer, et pour qu'il puisse communiquer, il faut qu'il puisse être au plus proche de sa nature. Et donc, alors on pourra jamais avoir des chevaux en état sauvage, c'est pas possible aujourd'hui puisqu'on a plus de variété d'herbes comme avant. Voilà, il y a plein de choses qui changent, mais aujourd'hui, moi, mes chevaux, ils sont dans des hectares de terrain avec l'herbe à volonté, le foin à volonté, l'eau évidemment, une cabane, pieds nus, enfin voilà. Et en fait, je remarque que de pouvoir répondre à ces différents besoins, qui sont juste la base, derrière, ça permet au cheval de pouvoir communiquer. Et le lien aussi avec ses congénères. L'importance du lien avec ses congénères et de vivre en troupeau. Vraiment, ça c'est important. Quoi. Non, mais c'est sûr, et pour avoir vu du coup tes infrastructures, franchement, clairement, ils sont au top. On voit que c'est un groupe aussi de chevaux qui sont calmes.
la hiérarchie s'est mise en place. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, on va dire on essaie toujours de se dire oui, les chevaux ils ont des mauvais comportements, machin, ils sont pas éduqués. Mais en fait, il faut rappeler qu'il n'y a jamais de bons ou de mauvais chevaux de cheval. C'est aussi suite à un peu son histoire, etc. Exactement. Et puis ce que l'humain lui a enseigné. Je sais que moi, il y a pas beaucoup de cavaliers de haut niveau que j'admire, dans le sens où je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est juste performance, parce que les concours ça coûte de l'argent, il faut ramener de la performance. Alors ça évolue, hein, il y a quand même des grosses évolutions, mais un que je trouve bien, en tout cas par rapport à ça, c'est Steve Garda qui a toujours dit, en tout cas moi le cheval, j'aime tous mes chevaux de la même manière. Qu'il m'ait fait gagner, alors bien sûr il a des affinités, on va dire il a des chevaux qui ont marqué plus sur sa carrière. Oui, c'est normal. Mais en tout cas il disait que bah voilà, pour moi que le cheval il fasse un 3 étoiles ou que je l'ai gardé 6 mois ou tout, j'essaie de vraiment avoir le même comportement avec eux, leur donner la même affection, les mêmes soins. Il dit parce que de toute façon le cheval qui fasse une barre ou qui me fasse gagner le Grand Prix, lui il a pas décidé d'être là. Exactement. Il a dit voilà, ce jour-là bah j'ai fait une erreur ou peut-être, mais en tout cas il a pas décidé d'être là et je le remercierai toujours, c'est de me faire vivre ce que je vis avec eux et de se donner à 100% sur la piste, etc. Je crois qu'on oublie aussi beaucoup chaque cavalier, en tout cas chaque cavalier. Je pense même quand il va faire son cours le samedi matin, faudrait juste qu'on se rappelle quand on se met à cheval qu'en tout cas c'est nous qui nous mettons à cheval pour notre propre plaisir et que le cheval n'a rien demandé et déjà il est bien gentil de nous accepter sur son dos et rien que je crois que le fait qu'il nous accepte ça montre vraiment la dévotion qu'ont les chevaux envers l'humain. Oui, effectivement. La notion de porter. Il nous porte physiquement, mais il porte aussi du coup nos émotions, nos traumas. Donc c'est un cheval qui déjà avance au pas avec nous sur son dos, c'est déjà cadeau. Je considère. Ouais, c'est vrai que c'est important la notion que tu dis qui ne porte pas juste nous notre poids, mais il porte aussi tout le reste. Donc il porte double, Il porte tout. Et sur des chevaux qui sont centres équestres et qui travaillent plusieurs heures par jour, portent plusieurs mots, plusieurs poids en fait. Et en plus de ça, ils n'ont pas forcément toujours tous les besoins satisfaits. Donc c'est hyper violent pour eux. Ouais, c'est hyper violent. Mais je pense que vraiment, là, ce dont on est en train de parler, je pense qu'il y a peu de gens finalement qui en ont conscience. Pour eux, c'est juste un animal qui de toute façon doit gérer son rôle d'animal, voilà, qui doit faire son travail. Exactement. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que je considère en équithérapie dans ma pratique que je ne fais pas monter à cheval, parce que il se passe tellement de choses à pied, et pour moi, il faut tellement passer par le travail à pied avant de pouvoir monter à cheval. Si tu sais gérer un cheval à pied, alors tu sauras monter à cheval. En fait, je trouve qu'on devrait plutôt nous apprendre à se comporter à côté d'un cheval plutôt que de nous apprendre directement à monter. En fait. Ouais, je sais, c'est vrai qu'il y a de gros débats sur ça. Et qu'en vrai, tu as raison, on apprend tout de suite pour une leçon d'équitation, on monte à cheval. Je pense qu'en effet, il faudrait mettre beaucoup plus de séances d'équitation à pied. Effectivement. Et il y en a qui commencent à le faire un peu, à se dire, bah tiens, aujourd'hui, on est juste à aller soit même router ou faire des balades à pied, mais encore plus à décrypter son cheval. Effectivement. Et puis, être à pied, c'est reprendre ses responsabilités. Être à cheval, c'est se faire porter. Sauf qu'en fait, la vie, c'est de reprendre ses responsabilités. Hein. Il y a personne qui nous sauvera, personne qui nous portera. Donc, c'est pour ça que dans ma pratique, moi, je fais vraiment que du travail à pied en disant, bah, reprends tes responsabilités. Le cheval, il t'écrase le pied. Qu'est-ce que ça te fait? Bah ouais. C'est vrai qu'à cheval, il n'y a pas ce risque-là. Non. Et puis, là, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du livre Dans la tête d'un cheval. Il y a aussi un autre livre que je dois lire, c'est Les signes d'inconfort et de stress du cheval. Je pense aussi, on n'est pas assez, même pas du tout, éduqué, en tout cas, on n'a aucun apprentissage sur ces gestes-là. Exactement. Alors oui, les oreilles en arrière, mais c'est tellement plus fin. Leur langage est tellement plus fin. Moi, ça me fait rire. Il y a des fois, je regarde le troupeau de ma jument. Et donc, j'essaye de voir qui est le chef, Et en fait, il y a des fois, quand je parle juste avec le propriétaire de ma pension, qui dit, ah, bah, de toute façon,
c'est machin le chef. Je lui dis, mais t'es sûr que tu les as observés? Parce qu'on voit pas la même chose. Moi, j'ai pas vu la même chose. Oui, elle, c'est la chef, mais il y a quand même ça qui s'est passé, où il y a un changement de prix actuellement, un changement de chef, de hiérarchie actuellement. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a un gros travail sur ça. Juste de base, d'observer le cheval. Ouais, exactement. D'observer le cheval. Et peut-être aussi, ça éviterait un peu presque des accidents, parce qu'en fait, de la même manière qu'avec d'autres animaux, les chiens, les chats, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous sont données par le cheval avant de dire, ah bah tiens, je vais te mordre, ou je vais te taper, ou je vais... Il y a plein de signaux plein de signaux d'alerte. Et quelle chance, hein. Mais faut-il encore savoir les décrypter. Et il faut savoir les décrypter. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on nous apprend pas assez. Et que ce soit chien, chat, sur les chiens mordeurs, moi, en plus, tu vois, j'ai été attaquée par un chien en balade sur ma jument. C'était un chien de 8 mois, un malinois, qui en plus sont des chiens souvent un petit peu avec des problèmes de co-sanguin. Et 8 mois, le chien, il a fait vraiment des signes, tour. Et quand j'avais parlé à ma sœur qui travaillait à la SPA, elle me dit, mais en fait, là, il vous a dit qu'il allait attaquer. Et en fait, il a attaqué ma jument au cou. Il l'a mordu. Et moi, j'étais là juste à me dire, au début, c'était un bébé. J'ai vu que c'était un bébé. Et la nana, elle avait peur des chevaux, donc elle l'a pas rattrapé. D'accord. Et après, je te parle même pas, c'est parti en galop. Le cheval de ma pote l'a tapé, il a eu la patte cassée, il a aussi mordu l'autre cheval. Moi, je suis descendue, j'ai vu le chien me foncer dessus. Enfin, c'est vraiment parti en drama. Au final, il s'avère qu'on met juste 2 morsures sur nos chevaux. La nana a pas du tout pris conscience du truc. Et vraiment, on lui dit, mais on aurait pu tomber, se faire super mal, nos chevaux. Au final, son chien, il avait quand même une patte cassée. Mais sinon d'alerte, et beaucoup trop de personnes ont aussi des chiens, surtout des chiens, on va dire, et ils ont pas du tout la connaissance du chien. On est trop encore sur de toute façon, l'homme doit être dominé, doit être dominant, le chien soumis, alors qu'en fait, on n'est plus sur ça, il faut évoluer, on est sur la hiérarchie, chez le cheval, la hiérarchie chez le chien dans le groupe. En tout cas, il n'y a pas d'histoire de je te domine juste parce que j'ai envie de te dominer. Non, exactement. Puis la notion de résilience aussi, qui est belle. C'est que les animaux, ils sont frappés, ils continueront de donner. Ah, c'est vrai. Et les animaux, alors que ce soit les chevaux ou les chiens, parce que c'est les animaux que je connais le plus, ils sont résilients. Aujourd'hui, ils continuent de donner, alors qu'ils ont eu un passé traumatique. Totalement. Et est-ce que toi, du coup, aussi, parce qu'on parlait donc de l'énergie que tes chevaux donnent, voilà, ils donnent et ça leur coûte de l'énergie. Est-ce que toi, du coup, en tant accompagnement, du coup, t'es pas équithérapeute, hein, c'est le cheval, ou si toi t'es équithérapeute. Si, je suis équithérapeute. Est-ce que toi, du coup, aussi, ça te coûte les séances? Est-ce que je sais que Lucie, pour avoir parlé avec elle, elle disait, moi, quand je communique avec les animaux, et des fois, j'ai tellement d'histoires horribles à faire aussi transmettre avec des mots, en essayant d'être le plus bienveillant possible quand il y a des trucs, quand des animaux lui racontent des choses horribles sur leur passé, et qu'elle doit retransmettre ça à leur propriétaire. Elle dit, moi, il y a des fois, c'est un métier magnifique, mais je me sens vraiment fatiguée émotionnellement, je sais pas toujours si j'ai envie de continuer parce que parfois, voilà. Est-ce que toi, ça t'use ou pas? Ou ça va? Non, je considère que si une séance m'épuise ou si ça me coûte, c'est que j'arrête. Enfin, c'est avec cette personne. Ok. Voilà. Mais ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé où effectivement, à la fin de la séance, j'étais pompée, lessivée, tout ça. Et puis en fait, quand je redépliais, je me rendais compte qu'en fait, il fallait que je réoriente cette personne. On ne peut pas accompagner tout le monde. Il y a des personnes qui nous correspondent, qu'on peut accompagner. On peut pas accompagner tout le monde. Et du moment où ça m'épuise, ou ça me lessive, ou je suis pas bien, hop, c'est qu'il y a une difficulté dans le lien ou dans le cadre. Et du coup, je réoriente la personne. Après, évidemment, d'entendre des gens toute la journée qui vont en effet pas bien, où il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Il y a des fins de journée où effectivement je peux être fatiguée, mais je dirais que c'est normal, comme une psychologue, comme un médecin, comme n'importe quel métier en fait. J'ai envie de dire, c'est la fatigue dite classique. Mais si j'ai un épuisement après une séance qui est pas normale, je réoriente. Voilà. Ok. Là, on parlait du bien-être animal. Oui. Du coup, voilà, tu parlais des besoins vraiment primaires des chevaux, etc., du fait d'être
en groupe, etc. Toi, si tu devais, voilà, avoir des objectifs sur l'évolution, en tout cas de notre sport, Oui. voilà, quel serait si demain on devait te dire, voilà, demain on va dire président de la Fédération française d'équitation, Oui. qu'est-ce que tu mettrais en place? Déjà de revenir à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un cheval? Qu'est-ce qu'un cheval? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses envies? D'aller chercher même jusqu'à comment il est né ce cheval et du coup quels sont ses traumas et du coup qu'est-ce qui peut être travaillé, qu'est-ce qui peut être compris. Voilà, déjà de mettre ça en place et après de se dire quand tu connais bien les chevaux, à partir de ce moment-là, tu pourras monter et monter d'une façon vraiment à l'écoute. Ok, ce cheval, il a envie d'aller sauter des obstacles parce que voilà, il en a envie. Et ok, comment on peut faire pour l'accompagner du plus naturel possible pour aller sauter ces obstacles. Voilà ce que je ferais. Que tu respecterais aussi l'envie de chaque cheval. C'est-à-dire un peu de la même manière qu'on a tous nos personnalités et nos capacités et nos envies. C'est pareil. Voilà, ne pas forcément obliger un cheval qui n'aime pas sauter à sauter. C'est exactement ça. Mais tu vois, je rebondis un peu comme sur l'équithérapie où aujourd'hui on a des personnes qui se disent équithérapeutes, qui ont fait 4 semaines de formation, qui n'ont pas de diplôme dans le social et ça en fait c'est très alarmant en fait. Comment on explique qu'il y a des personnes qui font 5 ans d'études et d'autres qui en font 4 semaines. Aujourd'hui on accompagne des personnes qui sont en grande difficulté, on est avec des animaux, on doit faire lien entre les deux. On peut tellement faire du mal en fait à ces animaux mais aussi à nos patients que la formation elle est juste primordiale. Oui, parce qu'en plus, au-delà de faire du mal, donc ça c'est déjà dramatique, mais est-ce qu'il peut en plus y avoir peut-être des accidents? Mais évidemment, on peut avoir des accidents. On travaille avec des publics qui sont fauteuils roulants, des publics qui ont des déséquilibres, qui sont non marchands. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une psychopathologie, si tu ne sais pas ce que c'est que du handicap et les différentes réactions que peuvent avoir ces déficiences, par exemple, comment tu fais? Comment tu fais? Et aujourd'hui, en 4 semaines, moi, ça me pose question. Il y a beaucoup de dérives sur beaucoup de métiers, parce que même, on parlait tout à l'heure du shiatsu, des choses comme ça, ou de l'acupuncture. Voilà, pour moi, pour avoir des amis vétérinaires, voilà, normalement, l'acupuncture équin, c'est fait par des vétérinaires. Il y en a qui ont un peu des diplômes de pochette surprise et qui nous disent être shiatsu parce qu'ils ont fait une formation en ligne, ou pareil pour les masseurs équins d'ailleurs, et des personnes, voilà, alors, au-delà, on va dire, le moindre mal, c'est qu'il masse sans vraiment grand bénéfice à votre cheval, mais en tout cas déjà sans préjudice. Et puis voilà, tout ce qui en coûte au final de porter préjudice aux gens qui ont fait de vraies formations. Exactement. Et qui peuvent apporter vraiment. Mais c'est vrai que c'est un peu le malheur d'Internet. On peut tellement facilement faire une formation en ligne comme ça. Comme ça, et moi, ça me pose question. Il n'y a pas vraiment de cadre, parce que quand vous allez vers un professionnel, c'est rare qu'on lui dise montre-moi tes diplômes, j'aimerais bien savoir où tu t'es formé. C'est vrai que voilà, moi quand je fais, souvent c'est un peu par le bouche à oreille, mais j'ai jamais. C'est par le bouche à oreille. Jamais dit montre-moi ton diplôme d'ostéopathe, etc. Donc c'est vrai que ça peut amener des dérives. En communication animale, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Après, je dis pas que d'être formé en 4 semaines fait de vous qu'on n'est pas compétent en fait. C'est pas ça que je dis. C'est que je pense qu'il serait intéressant de faire le vrai cursus pour pouvoir avoir vraiment toutes les cartes et derrière en faire son métier comme on en a envie. Mais voilà, je dis peut-être qu'en 4 semaines de formation, il y a des personnes qui sont très compétentes, j'en doute pas. C'est vrai que tu vois, moi j'ai découvert équithérapeute, je pensais pas qu'il y avait autant de nécessité d'avoir un premier diplôme par exemple d'éducateur spécialisé, et ensuite d'avoir une école d'équithérapeute. Je pensais vraiment que c'était un peu plus freestyle. Plus formation. Je sais pas si l'équicoaching c'est aussi structuré. Non, c'est pas pareil. Ah oui, voilà, c'est peut-être pour ça. L'équicoaching, il n'y a pas besoin de diplôme dans le social ou dans le médical, en fait. C'est vraiment équithérapeute où, normalement, il y a obligation d'avoir un diplôme social. L'équicoaching, c'est plus au niveau des entreprises et tout comme ça. Il y a exactement. Des sports. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est aussi l'histoire c'est le cheval qui va montrer que, je sais que j'avais entendu un peu une anecdote d'un manager qui était un peu tyrannique, personne n'osait trop lui dire, et puis ils ont fait un truc d'équicoaching et c'est le cheval qui lui
le cheval le fuyait, quoi. Exactement. Vraiment, tout le monde pouvait toucher le cheval, sauf lui. Et donc, Ouais. tout le monde lui a dit, bah, peut-être que tu devrais te remettre en question, du coup. Et je crois que, voilà, l'entreprise a mis un peu le truc comme ça. Donc, Effectivement, je pense que, ouais, écoutez, il y a tout un truc comme ça. Après, c'est plus vraiment, ouais, au niveau du management et tout. Mais oui, encore une fois, le cheval comme un miroir oui, de notre personnalité. de notre personnalité, ouais. Et aussi de ce qu'on a vécu, de Ouais. comment on le ressent. Mais, exactement. ouais. Et bon, je pense que t'as peut-être parlé de pâquerette, mais du coup, si tu devais choisir un événement dans ta vie qui t'a fait évoluer avec le cheval, un souvenir, ou qu'est-ce que tu pourrais choisir? Je dirais que vraiment l'événement le plus marquant, en fait, je dirais qu'il y en a eu avec chacun de mes chevaux qui sont rentrés ici dans ma vie. Ouais. Chacun m'ont remis en question ma pratique, Ouais. que ce soit d'équithérapeute ou même de cavalière. Je dirais que Nino, par exemple, cet espagnol là que j'ai récupéré dit dangereux, qui pouvait jamais faire. Nous, puisque moi je le sais, mais du coup on dit à nos auditeurs donc en son fait, histoire. C'était un cheval donc qui était en Espagne, qui a été voilà victime de maltraitance, donc qui avait beaucoup de colère en lui. Moi, je l'ai récupéré en disant que je voulais faire de l'équithérapie avec. On m'a dit que ça serait potentiellement dangereux de faire de l'équithérapie avec parce qu'il se cabrait, parce qu'il pouvait mordre à certains moments ou taper. Je sais plus si c'était mordre ou taper. Enfin bon, voilà, il était violent. Et quand je l'ai récupéré ici, j'ai jamais vu un signe d'agressivité. Donc on a commencé par du coup, je lui ai mis tous ses besoins primaires. Donc bon voilà, à partir de là, ça s'est très bien passé. Ensuite j'ai pris le temps de créer du lien, de savoir ses traumas et du coup qu'est-ce qu'il pouvait apporter, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller guérir. 2 ans après, aujourd'hui, c'est un cheval que je monte en dressage. En side poulet, en tapis de monte accru. Voilà. Et juste ça, on se dit... c'est une belle revanche. C'est une belle revanche. Et aujourd'hui, il accompagne des enfants dès l'âge de 5 ans. Il fait 1m80, plus d'1m80. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un cheval dangereux, c'est un cheval qui avait besoin de s'exprimer, qui ne savait effectivement peut-être pas le faire correctement. Mais aujourd'hui, bah voilà, il s'exprime. Ouais, peut-être parce qu'on lui a pas aussi laissé la possibilité. Exactement. Bah oui, on le tapait quand il essayait de s'exprimer. Donc en fait, voilà, on a déconstruit tout ça. Et aujourd'hui, bah en fait, il accompagne à merveille et c'est un compagnon en or. En fait. Ouais, génial. Et du coup, justement, tu disais d'enfant de 5 ans, il y a des limites d'âge pour faire de l'équithérapeute. C'est qui tes plus petits patients Oui. Et du coup, EHPAD, donc je pense jusqu'à la fin de sa vie un peu. Effectivement, j'accompagne dès l'âge de 3 ans parce qu'il faut qu'il soit quand même marchand. Enfin voilà, puis en termes de sécurité, 3 ans c'est bien, il est stable sur ses pieds. Avec les parents ou pas du coup? Non, les parents me les laissent. Ok. Voilà, pour qu'ils puissent être libres de s'exprimer et de râler sur les parents s'il y a besoin de râler sur les parents. C'est vraiment un endroit où on peut tout se dire et tout peut être déposé et entendu sans jugement. Ça, j'insiste vraiment. C'est ce que je dis à chaque accompagnement, c'est que les chevaux ne jugent pas et moi non plus. Tout peut s'entendre. Ok. C'est important de mettre c'est mon cadre. Là. C'est mon cadre où vraiment tout peut s'entendre sans jugement. Donc voilà, dès l'âge de 3 ans, puis ma plus vieille patiente a 100 ans. Ah oui, c'est enfin l'année dernière. Donc voilà, c'est beau. Et tu fais des choses avec d'autres animaux ou pas? Oui. Ouais. Il me semble que j'avais vu sur tes réseaux. Effectivement, j'emmène par contre les chiens. En maison de retraite. Et t'as des chiens à toi qui font que ça? Du coup, qui sont là exprès pour... Oui, en fait, j'avais 3 chiennes. Là, je travaille avec plus que 2. Elles m'accompagnent du coup en maison de retraite et en détention. Ok. Voilà. Donc du coup, j'ai une petite staff et j'ai une petite teckel qui m'accompagne en structure. On va vraiment être sur du bien-être en structure. Pareil, toujours à l'écoute de mes chiennes. Donc il y a des fois où elles veulent pas venir et c'est ok. J'ai quand même envie de parler d'elle parce que c'est elle qui m'a donné envie. C'est Ice, ma première chienne, ma dog argentin, qui est partie il y a 15 jours. Donc là, c'est elle qui... Elle est décédée? Ouais, elle est décédée il y a 15 jours, mais c'est elle qui a été à l'initiative de tout ça et qui m'a donné envie d'aller dans les structures. Donc je la remercie fort parce que on avait un lien très très fort. Et c'est elle qui a aussi élevé Andy et Illy pour aller dans les structures.
Ok. Donc, Ouais, il me voilà. semble bien que tu faisais ça aussi avec les chiens. Oui. Ouais, Ouais. c'est cool aussi de voir que finalement ça se fait pas que avec les chevaux, hein, que Pas les chiens. qu'avec les chevaux, et puis la déconstruction, j'ai fait exprès de prendre un molosse et un teckel. Ouais. Tout simplement. Oui, vraiment. Oui, Les extrêmes. parce que ce soit en prison ou même en maison de retraite, là où j'interviens, c'est qu'en fait, c'est déconstruire les croyances, déconstruire les schémas, déconstruire les jugements. C'est pas parce qu'il est petit que on peut lui faire du mal. C'est pas parce que c'est un gros molosse taf que c'est lui qui va être dominant. Au contraire, c'est la petite qui fait la loi. Ouais. Et du coup, c'est chouette aussi de pouvoir déconstruire ça. Et là, tu parles aussi souvent du coup du pénitencier. Oui. Ça doit être complètement différent, non, l'équithérapie avec le pénitencier ou avec... Enfin, vous devez pas avoir les mêmes objectifs. Qu'est-ce que ça peut être comme objectif Effectivement, avec les jeunes sortants ou entrant en prison, on va travailler sur tout ce qui va être la liberté, sur tout ce qui va être la réinsertion sociale et professionnelle, sur la gestion de la violence et des conflits. Les auteurs que j'accompagne, ils ont toujours été victimes dans leur passé. Donc c'est aussi d'aller chercher ça. T'as été victime, t'es devenu auteur. Et du coup, en fait, comment on déconstruit ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé. Oui, c'est plus ou moins grave. Mais comment, en fait, aujourd'hui, malgré tout ça, on peut se réinsérer dans la société sans répéter les schémas, en fait. Ouais, en étant une nouvelle personne. Exactement. Et en disant que voilà, chacun a droit à sa deuxième chance. Oui, voilà. exactement. C'est hyper important aussi. Exactement. Parce que je sais en tout cas, c'est sûr que c'est hyper, la société est hyper aime bien aussi mettre les gens dans des cases. Donc ça permet aussi peut-être de sortir de ces cases, etc. Et chez les animaux aussi, ils ont fait des trucs, souvent on dit celui-là c'est un cheval difficile, c'est très difficile c'est déconstruire. C'est vraiment notre rôle, c'est de déconstruire et de pas prendre, moi quand les jeunes arrivent, en ayant fait différents actes, en fait, je vais pas du tout prendre en considération, ou alors un petit peu, mais ce qui s'est passé. En fait, c'est ok, comment on fait pour aller de l'avant, en fait? Comment on fait pour se reconstruire ou même se construire, parce que c'est souvent des jeunes qui ne se sont pas construits, avec une grosse défaillance au départ. Donc comment on fait pour se construire? Moi, ce que j'aime le plus, c'est que c'est des jeunes de quartier qui n'ont jamais vu les chevaux de leur vie, qui ont peur des chiens, parce qu'en général, dans les quartiers, ça se passe pas forcément bien avec les chiens, et ils sont là en train de faire des câlins aux chevaux et de prendre ma petite téquette dans les bras, et en fait, mais ça, c'est cadeau. Enfin, c'est magique de voir ça. C'est magique. T'as vraiment l'impression, d'apporter quelque chose. Vraiment. C'est sûr. Vraiment. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire, que ce soit dans notre milieu ou avec faire évoluer tout ce qui est équithérapie, tout ce qui peut. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut aller vraiment être en parallèle, ou en tout cas presque en lien et presque en équipe avec la médecine traditionnelle. Exactement. C'est vrai que souvent, dès qu'on parle de tout ce qui est équithérapie ou les médecines un peu aussi parallèles, il y a toujours un peu cette guerre entre la science, ce qui est prouvé, et ce qui ne l'est pas. C'est vrai que c'est ça. Il y a un peu ce côté-là. Comme tu dis, je pense qu'il faut beaucoup déconstruire. On est toujours là à dire mais c'est bon, c'est la mode du bien-être animal, de ci, de là. Je pense que c'est simplement une évolution. Exactement. Et qu'il faut être dans ça. Et je sais que moi j'ai pas mal de gens qui me marquent à plus ou moins haut niveau de personnalité. Je sais que là actuellement il y avait aussi tout ce qui est les mots de Jean-François Pignon, des choses comme ça. Vraiment des gens. On parle beaucoup d'Andy Boots avec l'éthologie, mais lui c'est juste parce que je trouve il a vraiment su médiatiser ça. Mais il y a vraiment des gens qui sont dans l'ombre, en tout cas. Est-ce que toi, il y a une personne qui t'a marqué dans ton évolution, quelqu'un que tu parlais beaucoup de Lucie, mais peut-être que c'est elle qui, on va dire, avec qui tu t'es inspiré ou qui t'a marqué ou où tu t'es dit tiens, lui, il a vraiment quelque chose qui me... Oui, mais elle est pas connue. C'est pas grave. Elle s'appelle Laurence. Et Laurence, elle est magnétiseuse en fait. Ok. Et je l'ai rencontrée il y a 9 ans. Ok. Et elle m'accompagne encore depuis 9 ans dans ma guérison émotionnelle, dans... J'ai jamais fait magnétiseuse, tu vois. C'est quelque chose qui magique. En fait,
Elle a toujours les mots justes et vraiment elle m'a vraiment accompagnée sur mon évolution et sur voilà comment grandir et comment tu as envie de grandir et par quelle piste tu peux y aller, par quel outil je peux te proposer pour que tu puisses grandir de toi-même, toujours en me redonnant mes responsabilités. Et en fait, c'est une thérapeute où je me suis beaucoup inspirée en fait. Ou sur la responsabilisation des patients, sur le non-jugement, sur le cadre. Okay. C'est une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore. Ouais. Moi, je me rends compte que finalement, c'est un peu ces personnes atypiques, je sais pas s'ils aimeraient qu'on dise ça, mais en tout cas, qui ont des pratiques qui sont souvent controversées, oui. qui ont finalement des parcours de vie très passionnants, très inspirants, oui. avec finalement des discours toujours très très bienveillants. Et toujours juste. Ouais, toujours. Et c'est souvent ces personnes-là qui ont aussi finalement parfois vécu des choses dures et qui ont vraiment, on voit que au lieu de se renfermer et de devenir des gens durs, ils ont décidé de donner. Ouais. En fait, elle en a fait une force. Ouais. Voilà. Mais je pense que vraiment chacun a quelque chose à trouver et je pense que le cheval, au-delà d'être un sport d'élite et de riche, c'est un animal qui vraiment est un miroir et peut vraiment apporter à toute personne, hein, parce que je peut-être me faire lyncher, mais je pense qu'on est tous un peu névrosés à plus ou moins niveau. On a tous des choses à régler. Et je pense que voilà, on aurait tous bon à tirer quelque chose de cette image-là que le cheval peut nous renvoyer. Ouais, peut nous renvoyer. Qui est parfois un peu compliqué. Hein. Totalement, parce qu'il faut être capable d'accepter, de se remettre en question. C'est pas évident. C'est pas simple. Pas beaucoup de gens sont capables de le faire. Ouais, c'est pas simple. Que ce soit même d'ailleurs quand on est parent, parfois se remettre en question avec ses enfants, etc. C'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce que du coup, tu aurais un petit mot de la fin à nous donner? Je sais pas, une petite conclusion sur ton métier, sur tout ça? Je suis passionnée. Ouais. Je suis passionnée par l'humain. Je suis passionnée par les animaux. Ce métier, je le fais avec le cœur. Vraiment. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans. Que j'ai ouvert cette structure, mais je travaille tous les jours. Je dirais même pas que je travaille en fait. C'est vraiment un loisir. C'est-à-dire que je me lève le matin avec la patate et le sourire. C'est ce que je dis en général, quand on fait un travail qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler, hein. C'est quelque magique. Chose que tu aimes. C'est magique. Et j'ai toujours dit le jour où je n'arrive plus à travailler avec le cœur, c'est qu'il faut que je m'arrête. Voilà. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci Emma pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.